peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Comme vous l'avez entendu en introduction, j'ai parlé de juge de parti. L'eau du jour est un juge. Pas n'importe quel juge, c'est un juge des libertés et de la détention. L'eau du jour est Béatrice Penaud du Cournot. Bonjour Béatrice, comment allez-vous? Ça va bien, merci de votre invitation. Je suis ravi de vous recevoir ici. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis donc une juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise et j'ai 30 ans d'expérience professionnelle en tant que juge. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur votre parcours? Parce que vous avez dit 30 ans d'expérience. Vous avez commencé où? En tant que quoi? Expliquez-nous tout, s'il vous plaît. Alors, pour retracer brièvement mon parcours, je vais parler de l'enfance, parce que mes jeunes années en banlieue parisienne, dans une cité, m'ont marqué et je pense ont influencé mon intérêt pour les facteurs sociologiques et psychologiques de la délinquance. Et ma vocation d'être magistrate est née à l'âge de 7 ans. D'accord. Donc ça peut paraître un peu mystérieux, mais c'est un fait. Et à partir de 8 ans, je suis partie en province, dans une petite ville qui est celle de Pau. J'ai découvert là un autre monde, la beauté, la nature. J'ai ensuite continué des études de type littéraire, classique. Je suis rentrée à la faculté de droit de Pau. Alors à l'époque, ce qu'il faut savoir, comme on n'avait pas Internet, c'était dans les années 80, les horizons étaient beaucoup plus fermés pour un étudiant, une étudiante, et c'était quasiment inconcevable de devenir magistrate. Pourquoi? Il y avait une sorte de complexe d'infériorité provinciale, Pau était très loin de Paris. Je crois qu'on ne mesure pas maintenant, à l'époque d'Internet, ce recul, ce sentiment, ce complexe. Alors j'ai osé passer donc, le concours de la magistrature. Je suis montée à Paris, comme on dit. J'ai fait un 3e cycle pour me cultiver. Voilà. Et puis au bout d'un 3e cycle, j'ai décidé de passer le concours donc, de la magistrature en 1991. Vous avez vraiment voulu être juge, enfin magistrat, pas avocate ou autre? Non, c'était une vocation, comme je vous l'ai dit, donc depuis l'âge de 7 ans, et j'ai suivi mon étoile, voilà, malgré le complexe provincial, voilà. Donc ça a été le but de ma jeunesse. Pas de magistrat dans la famille? Non, aucun. D'accord. Ok. Et donc, vous faites l'école nationale de la magistrature à Bordeaux. Et donc, vous réussissez déjà, donc félicitations, parce que faut le dire, le concours est difficile, oui, très difficile. Oui, c'est un concours très difficile, c'est une épreuve sportive Exactement. en fait, on prépare ça pendant 1 an, de manière très intense. Voilà, c'est un combat, c'est une épreuve, C'est ça. voilà, déterminante. Et donc, juste après, qu'est-ce qui se passe pour vous, après l'école? Alors, donc l'école se passe à Bordeaux, puis en stage, je suis allée en Bretagne, à Saint-Malo. J'avais envie du bord de mer, pour m'aérer l'esprit après la consultation de tous ces nombreux livres de droit, parce qu'il faut savoir quand même que ce sont des études très fastidieuses. Donc j'avais envie de m'aérer un petit peu l'esprit et le corps. Donc un stage à Saint-Malo, très sympathique d'ailleurs, très formateur. Et puis ensuite, j'ai accompli différents postes, toute une carrière, d'abord au Havre, pendant 4 ans, où j'étais juge aux affaires familiales, présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale, présidente de la commission qui s'occupe de l'indemnisation des victimes d'infractions. Ça vous a plu? Oui, beaucoup. Ça a été un poste extrêmement riche, et finalement à 3 fonctions qui étaient passionnantes. Donc je garde du Havre, oui, un souvenir assez marquant, assez ému. Au terme des 4 ans, pour des raisons familiales, je suis rentrée en région parisienne, à Bobigny. Je voulais connaître finalement ce qu'on disait le plus dur, à l'époque en tout cas, donc le 93. Et là, ça a été la connaissance de la grande délinquance dans une chambre correctionnelle qui s'occupait surtout de trafic de stupéfiants et de grandes affaires
de violences correctionnalisées, en fait, comme on dit, qui auraient pu faire l'objet d'un procès aux assises, mais qui avaient été correctionnalisées. J'y suis restée 7 ans. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère du tribunal de Bobigny. J'ai été nommée ensuite 2 ans à Meaux. Donc j'ai progressé dans ma carrière, je suis passée du second grade au premier grade à Meaux. Ça a été une expérience très rude. J'étais à la fois vice-présidente, parce que je suis passée du grade de simple juge à celui de vice-présidente, vice-présidente en matière d'application des peines. Et je faisais aussi, je combinais avec d'autres fonctions, notamment le juge des libertés et de la détention. D'accord, déjà. Déjà à mi-temps, en quelque sorte, avec la fonction de juge de l'application des peines. D'accord. Mais pourquoi vous dites que c'était rude à Meaux? C'est rude parce que j'avais 2 postes en un, Ok. d'une part, puisque j'étais à la fois donc vice-présidente application des peines et donc JLD, juge des libertés de la détention à mi-temps quasiment. Et c'était rude aussi parce que c'est un département très déshérité, avec des affaires particulièrement dures sur le plan psychologique et criminologique. Au terme de ces 2 ans, qui ont été assez éprouvants mais très formateurs, j'ai demandé à aller en Val d'Oise. Mhm. Et donc là, je suis arrivée au tribunal judiciaire de Pontoise. D'abord à l'application des peines. J'ai continué sur ma lancée de l'application des peines, qui était un domaine qui me passionnait. J'y suis restée pendant 10 ans, c'est-à-dire le maximum qu'on puisse faire en matière de fonctions spécialisées. Et ensuite, on m'a demandé, la présidente du tribunal m'a demandé si je voulais être juge des libertés et de la détention, ce que j'ai accepté. Voilà. Vous avez demandé à aller au Val d'Oise pour une raison particulière ou... Je voulais sortir de la juridiction de Meaux, qui était extrêmement dure. Je voulais être proche de Paris pour des raisons familiales. Et le Val d'Oise m'a plu. Si vous voulez, il faut aussi que la terre me plaise, en quelque sorte, que le paysage me plaise, le cadre du travail. C'est un très beau tribunal qui a été construit en l'an 2000. Donc j'ai trouvé qu'esthétiquement aussi, c'était plaisant, et une petite ville charmante au bord de l'Oise. Voilà. Donc il y a eu tous ces facteurs, à la fois familiaux, esthétiques, professionnels, qui ont joué. Très bien, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'application des peines? Qu'est-ce que la différence entre... Parce qu'on entend souvent juge d'application des peines, juge de la liberté à détention. Mais déjà, juge d'application des peines, s'il vous plaît. Alors, le juge d'application des peines, il est en aval, tandis que le juge de liberté de la détention est en amont, si vous voulez, de la condamnation. Le juge de liberté de la détention statue avant la condamnation, avant que le tribunal, en tout cas, statue juge. Tandis que le juge de l'application des peines, il est donc après la peine. Donc il va aménager la peine, la durée, les modalités de la peine qui a été ordonnée par le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Merci pour l'explication. C'est important, je trouve, parce que oui, des fois, on mêle un peu les deux notions. Et donc, après cette expérience justement d'application des peines, vous devenez juge des libertés de la détention. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'un juge des libertés de la détention? Alors c'est un magistrat du siège, un juge donc expérimenté, qui a le grade de vice-président, et c'est une fonction qui a été créée en l'an 2000. Donc il y a donc 25 ans, un peu moins de 25 ans. Le rôle essentiel du juge des libertés et de la détention, le rôle central, c'est de décider ou pas un placement en détention provisoire d'une personne qui a été mise en examen par le juge d'instruction. D'accord. Il peut aussi décider d'un placement sous contrôle judiciaire, d'un placement sous bracelet électronique ou de la liberté pure et simple. Ça, c'est le rôle central, peut-être le plus connu, mais le juge des libertés de la détention a d'autres fonctions multiples. Il autorise des actes d'enquête très importants comme les perquisitions, certaines saisies, des écoutes téléphoniques, des géolocalisations, de plus en plus d'actes techniques influant l'enquête. Il a aussi des domaines spécifiques je dirais essentiellement, le contrôle des hospitalisations psychiatriques sous contrainte et le contrôle de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. C'est ça, oui, c'est très très clair. C'est très très clair et ça montre vraiment que c'est le garant des libertés.
C'est ça? Il est le garant des libertés individuelles. Il a un rôle stratégique, hein, essentiel dans notre système juridique français. Très, très bien. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Donc là, j'en suis à 7 ans de juge des libertés de la détention à Pontoise, et donc je dirais 2 ans à mi-temps à Meaux. Ah, vous êtes encore un mot? Non, Ah, un mot. Ah, ok, précédemment, c'était un à mot. Meaux. Oui. Au Excusez-moi. total, ça va faire près de 10 ans. Au D'accord, total, finalement, d'exercice de la fonction de juge des libertés de la détention. d'accord. Et donc, là, vous avez expliqué les fonctions. Et comment se passe une procédure lorsqu'il y a un mise en examen qui vient justement devant vous pour savoir s'il va être incarcéré, s'il va avoir un contrôle judiciaire, etc. La procédure. Alors, c'est après la garde à vue, Mhm, que l'on se situe. On est un peu des urgentistes, hein, du droit pénal, hein. Donc on a des permanences pénales. La personne donc a été en garde à vue. Le procureur de la République estime qu'il doit être déféré devant la justice, donc il va choisir une procédure. S'il décide de l'instruction, la personne passe devant le juge d'instruction, qui l'interroge. C'est l'interrogatoire de première comparution, qui le met en examen, c'est la mhm. mise en examen. Et à partir de là, le juge d'instruction décide ou pas la saisine du juge des libertés de la détention. Le juge d'instruction peut estimer que la détention n'est pas du tout nécessaire. Et dans ce cas-là, le juge des libertés de la détention ne sera pas saisi. Mm, Mais mm, si mm, le mm. juge d'instruction estime possible, en tout cas envisageable, la détention, il va saisir le juge des libertés de la détention. Auparavant, avant l'an 2000, hein, c'était le juge d'instruction qui ordonnait la détention provisoire. Mm, 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 mm. Et donc justement, le débat, comment se déroule le débat pour savoir si vous allez décider incarcération ou Alors, pas? concrètement, je connais le dossier par papier sur intranet. On me l'envoie quelques heures auparavant. Vous C'est-à-dire avez les que PV. quelques heures pour traiter. Tout à fait. Et on est des urgentistes. On a quelques heures pour décider. Et il faut décider le jour même, ou plutôt le soir même, souvent. Et les dossiers sont de combien de pages à peu près? Tout dépend, mais au départ d'une procédure, c'est, je dirais, alors tout dépend, hein, des dossiers, mais Mhm. ça peut être une cinquantaine de pages, voilà, en gros, mais ça peut être plus gros aussi. Donc, on est obligé de prendre connaissance donc, des pièces, des procès-verbaux de police, hein, ou de gendarmerie, selon les cas. Et à partir de là, on se fait une première idée. Mhm. Mais j'insiste dans mon livre sur le fait qu'il ne faut pas préjuger, hein, il faut quand même avoir l'esprit ouvert. Et la personne ensuite nous est déférée physiquement, donc ça se passe dans une salle, un grand bureau, hein, qui à Pontoise fait office de salle d'audience. Et c'est donc une audience avec le substitut du procureur, la personne, le justiciable, son avocat, Mhm. le greffier et moi-même en tant que juge des libertés de la détention. D'accord. Donc le débat se passe. Il y a le substitut du procureur qui est là pour justement. Requérir. Voilà. L'avocat qui parle. La personne en dernier. Exactement. Et après, c'est vous qui décidez à Voilà. travers tout ça. Tout à fait. La Est-ce dé- qui donne- est-ce que ça mérite, est-ce que ça justifie de la détention provisoire ou un contrôle judiciaire ou un bracelet électronique ou la mise en liberté, donc pure et simple. Donc c'est une charge morale, mentale évidemment importante. Alors il y a des dossiers plus ou moins compliqués, hein. Il y a des dossiers au niveau des preuves qui posent question. Il y en a d'autres qui ne posent pas de difficultés. La personne peut reconnaître les faits. Les faits peuvent être très très graves. Dans ce cas-là, le rôle du juge des libertés de la détention est facilité. Dans d'autres cas, le juge des libertés de la détention est seul, hein, souvent à une heure tardive, et il est seul donc à décider de la vie d'une personne, hein, parce qu'évidemment ce n'est jamais anodin de placer en détention provisoire. Bien sûr, c'est pas facile de dire je vais placer cette parce que voilà, vous avez on va dire la vie de quelqu'un entre les mains, mais Tout à des fait. fois vous n'avez pas le choix parce que c'est nécessaire. Parfois c'est nécessaire, parfois ça se discute, parfois j'ai un doute et je ne place pas à ce moment-là en détention provisoire.
tous les cas de figure sont possibles. C'est la vie avec les attitudes aussi très différentes des justiciables devant moi. Mhm. Et ça influe aussi, bien sûr, ma décision. Si la personne se comporte mal, vous... Oui, il y a des gens qui sont agressifs, insultants, des personnes qui ne se rendent pas du tout compte de la gravité des infractions commises. Ou à l'inverse, vous avez des gens dépressifs, complètement abasourdis, complètement repentants. Tout est possible. C'est la vie, en fait. Hein. Bien Voilà, sûr. c'est quelque chose de très naturel. Il y a une dimension physique, voilà, de l'audience, du débat qui se déroule devant moi avec une part d'imprévisible. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre livre. Le voici. Une justice à visage humain. Donc, une juge des libertés de la détention témoigne. Donc, vous expliquez votre travail, tout, à peu près les dossiers que vous traitez. Donc, déjà, on se rend compte que vous travaillez beaucoup. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que des fois, vous travaillez à des heures tardives. Et à un moment donné, vous dites, je crois que le plus tard, c'était 3 heures du matin. Oui, tout à fait. Alors, on finit souvent tard, d'abord parce qu'on est après les gardes à vue. Mhm. Donc, on est l'aboutissement d'un processus. Donc, on peut finir à minuit, à 2 heures ou 3 heures du matin, plus rarement, mais ça arrive dans l'année. On a donc des permanences. On est joignable 24 heures sur 24, du lundi au vendredi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la justice, elle ne dort jamais. Oui, oui. Hein, voilà. C'est comme les hôpitaux. On a des permanences. Voilà, donc la justice ne dort jamais totalement. Donc c'est une charge mentale, morale et physique, nerveuse, qui est quand même assez difficile à vivre au fil des ans. Hein. On vous a déjà appelé alors que vous étiez chez vous? Bien sûr, oui, ça c'est arrivé. C'était pas très agréable, mais enfin, c'est arrivé. Parfois, on peut régler le problème au téléphone, mais parfois, j'ai dû revenir au tribunal très tard le soir. Voilà, oui, ça peut arriver. Ah ouais, c'est effectivement charge mentale, comme vous dites, c'est compliqué. C'est compliqué, même par rapport à justement cette charge mentale-là. euh, Qu'est-ce que vous faites justement pour essayer de sortir de cette charge? Parce que dans votre livre, à un moment donné, vous dites, vous dites, vous avez une cinquantaine de dossiers Par semaine, par semaine, oui. ce qui fait 200 Oui, globalement, dossiers par tout mois. dossier compris, oui. Oui, Ça fait une très grosse charge de travail. tout à fait. Donc, comment vous faites justement pour... Donc, il y a une hygiène mentale, en fait, une hygiène de vie à défendre, à préserver au quotidien. Mhm. Donc, il faut trouver des pauses, des temps de pause, des échappatoires aussi. Moi, c'est plutôt l'art, c'est la beauté, c'est la recherche de la beauté de la nature, la beauté de l'art, la beauté de certaines relations humaines. Chacun, je pense, à ses petits échappatoires, à ses petites libertés et ses temps de pause. Autrement, ça ne serait pas vivable. Hein. Bah oui, parce que là, vous êtes Parce qu'il ne faut confronté. pas non plus être un robot, il ne faut pas devenir un monstre voilà, Bah, surtout, du vous êtes... travail. Et il ne faut pas non plus se sentir inféodé à son travail. Exactement. Mais la pression est très forte. Et la pression est accrue, si vous voulez, par des exigences statistiques de plus en plus fortes, que j'ai vu progresser depuis les années 2000, et qui ont fait que certains magistrats ont subi des burn-out et se sont même suicidés. On va y revenir là-dessus. Je trouve que c'est très important sur l'histoire de santé mentale. Et justement, quand vous... Parce que le placement en détention provisoire est très encadré, je crois, par l'article 144. 144, oui, du Code de procédure pénale. Voilà. Est-ce que vous pouvez justement nous expliciter dans quel cas vous pouvez placer en détention provisoire, s'il vous plaît? Parce que c'est pas... Sinon, ce serait trop facile, on dirait. Mais vu que Dans quel cas, c'est-à-dire selon quels critères vous Voilà, voulez dire les critères éventuellement. du... Alors, il y a les critères posés par l'article 144 Mhm. du Code de procédure pénale, le risque de pression, le risque de concertation frauduleuse, en matière de crime, le trouble à l'ordre public, le risque de déperdition des preuves. Bon, tout ça, c'est listé. Hein, protéger la personne, parfois aussi, si elle est Mhm. menacée à l'extérieur. Donc tout ça est précisément listé. Mais si vous voulez, il y a
deux critères qui sont implicites, en fait, qui ne sont pas indiqués dans le code de procédure pénale. Je dirais que c'est l'appréciation de la gravité des faits. Est-ce que ça justifie ou pas un placement en détention provisoire, socialement, en termes d'intérêt social? On peut se poser la question. Dans certains cas, non. Enfin, ma réponse est non. Je pense que la personne doit rester en liberté, éventuellement sous contrôle judiciaire. Ensuite, si vous voulez, le deuxième critère qui n'est pas indiqué, mais c'est tout simplement, est-ce que je pense qu'il y a des indices suffisants de culpabilité? Si j'ai un fort doute sur l'existence même de la commission de l'infraction, je ne peux pas placer en détention provisoire. Je ne vais pas me limiter, vous voyez, à un examen formel. Donc, je trouve que ces deux critères sont implicites, s'ajoutent à ceux définis strictement par l'article 144 du Code de procédure pénale, sachant qu'il y a aussi des grands principes du droit qui s'appliquent, comme la présomption d'innocence. Bah oui, dont Voilà. votre Il y a aussi les profession grands est principes issue. aussi fondamentaux du droit qui aussi doivent être pris en compte. Exactement. Et parce que c'est bien, vous parlez de doute. Dans votre livre, page 51, vous dites: le doute n'est pas un poison irritant. Le philosophe Alain disait qu'il était le sel de l'intelligence. Douter, c'est conserver son esprit critique par rapport à l'enquête et par là même, pour le juge des libertés et de la détention, pouvoir arrêter les rouages de la dure mécanique judiciaire qui, par routine, absence de remise en cause, effet d'entraînement, peut condamner des innocents. Oui, effectivement, je crois qu'il faut un esprit critique. Il faut toujours l'esprit critique. Pas de vraie justice sans esprit critique. Je crois que c'est très important. Il faut douter. Il ne faut pas avoir peur du doute. Alors, c'est parfois pas très confortable. Hein. Il vaut mieux parfois fermer les yeux si on veut. Voilà. Hein, mais c'est pas faire bien son travail. Si vous voulez, le juge des libertés et de la détention, il pourrait jouer la carte de la facilité, c'est-à-dire ne pas se laisser toucher par le doute et finalement se dire le juge d'instruction a raison, le procureur a raison, allons-y, on place en détention par prudence, par sécurité, sans douter. Et je trouve très juste la phrase d'Alain, voilà, c'est le sel de l'intelligence, le doute. Sinon, on est robotisé. Sinon, j'avalise tout ce qu'on me dit et puis je signe. Voilà, je deviens un juge homologateur. Voilà, mais certains auraient tendance, certains politiques ou d'autres personnes, à nous voir comme des juges purement homologateurs. Donc, je trouve que cette dimension critique de la justice est vraiment fondamentale. Et c'est humain, d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez appelé votre livre, je pense, Une justice à visage humain. Parce que il est dit que c'est avec passion et humanité que vous exercez votre métier. Oui, la passion depuis donc la vocation depuis l'âge de 7 ans. Oui, l'humanité, parce qu'il faut surtout ne pas se laisser robotiser. C'est fondamental. Parce que vu la masse, si vous voulez, des dossiers qui s'accroît d'année en année, on pourrait être tenté de simplifier les choses en se robotisant, en se mécanisant, en devenant un travailleur à la chaîne du droit. Puis de toute façon, le droit pénal, je crois que c'est le droit le plus humain, à mon avis. En tout cas, là où vous côtoyez, je pense, le tréfonds de l'âme des gens. Voilà, j'ai beaucoup appris sur le plan à la fois de la société, mais aussi sur le plan de l'intime. Comme vous dites, les tréfonds de l'âme, dans ce cas-là d'ailleurs d'obscur ou de noir. C'est ça. Justement, en parlant de tréfonds de l'âme, on va revenir justement sur quelques thématiques que vous traitez dans votre livre. On va commencer par les thématiques des violences. Donc, déjà, vous parlez des violences conjugales. Vous dites, la violence dans notre page 65, la violence dans notre société d'abord familiale. Donc, elle peut être exercée à l'encontre des personnes âgées de la famille. Et vous dites, en gros, vous êtes beaucoup confronté à ce genre de cas dans votre profession. Oui, alors le thème de la violence, il est central dans mon livre, avec son corollaire d'ailleurs, le traumatisme. Je parle beaucoup des traumatismes, le traumatisme de l'auteur des faits qui souvent a subi des traumatismes dans son enfance ou dans son adolescence, et évidemment le traumatisme de la victime, parce que je parle aussi beaucoup des victimes, Bien sûr, pas seulement des auteurs d'infractions. Bien sûr. Alors le thème, il est central parce que j'ai vu augmenter la violence depuis que j'exerce donc la fonction de magistrat. Je l'ai vu augmenter dans ses formes les plus graves. Alors,
la plus courante que je vois, c'est effectivement la violence conjugale. Et j'ai à peu près 3 dossiers par jour de violence conjugale. Avec enfin, des degrés de gravité très différents, hein, de la gifle jusqu'au féminicide. Donc ça, c'est l'as le plus courant. On est peu saisi de violence, relativement peu saisi de violence sur les enfants, même si les statistiques sont particulièrement dramatiques. La violence sur les enfants est occultée, elle est sous-estimée. Ce que vous dites, oui. On parle l'INSERM parle de deux infanticides par jour en France. Donc c'est colossal, c'est terrible. Mais la justice est encore peu saisie de ces affaires. Ensuite, la deuxième forme de violence familiale, qui est assez fréquente et qui est terrible, ce sont les agressions sexuelles sur les enfants, notamment les incestes. Parce que l'inceste, finalement, c'est une découverte pour moi. Je pensais que c'était quelque chose de très rare quand j'ai commencé dans la magistrature. Et en fait, c'est hélas relativement courant. Dans toutes les cultures, Dans d'ailleurs. toutes les cultures et voilà, dans tous les milieux. Donc là, ça peut être extrêmement pénible, ça peut être effroyable. Souvent nié ou minimisé par les auteurs. Voilà, donc là, c'est quelque chose d'hélas très fréquent et qui m'a saisi d'effroi au début, voilà, notamment les incestes. Et puis la dernière catégorie de violence, alors là, qui n'est plus familiale, mais extra-familiale, que j'ai vu monter en puissance, c'est les règlements de compte sur la voie publique, armée, sur fond de trafic de drogue. Donc là, c'est complètement différent, c'est une violence vraiment, oui, à l'opposé, qui est terrible aussi, qui fait de plus en plus de morts ou de blessés graves, exercés donc par des jeunes hommes pour des raisons de trafic de drogue. C'est la troisième catégorie que je vois le plus fréquemment. Mais quand vous êtes confronté à ce genre de problématiques, est-ce que vous parvenez, lorsque vous rentrez chez vous, à oublier ce genre de choses-là? Parce qu'on est quand même frappé. Par exemple, vous avez parlé de violences faites aux enfants, des incestes. Lorsque vous rentrez chez vous, vous arrivez à oublier ou c'est assez difficile? Parce qu'on dit les problèmes qu'on rencontre au travail restent à la porte. Mais Oui, là, ça, c'est de la théorie. c'est parce l'idéal. que, oui, c'est l'idéal. Mais bon, on est humain, on a voilà, sa propre sensibilité qu'on Bien ne peut sûr. pas occulter. Hein. Je pense que le travail de la justice, c'est un équilibre entre la raison et la sensibilité. Donc, quand vous rentrez chez vous, vous ne pouvez pas mécaniquement abaisser le rideau. Hein. Alors, j'ai un peu mon conjoint qui joue un peu le rôle de psychologue, c'est-à-dire qui me dit alors comment ça s'est passé. Voilà, bon, je livre un petit peu quelques éléments, sans jamais, bien sûr, donner les noms ou autre, parce que j'ai une obligation de confidentialité. Bien sûr. Donc, l'entourage familial, l'entente avec son conjoint sont quand même des facteurs très importants pour pouvoir un peu s'exprimer quand même, verbaliser. Par ailleurs, il y a effectivement, je l'ai dit dans mon livre, des cas qui vous marquent plus que d'autres, qui vous marqueront à vie. Vous en avez un? Je pense que chaque année, j'en ai un ou deux, oui. Donc, bon, j'ai parlé par exemple du cas d'une jeune fille qui avait été vendue, qui avait été défigurée, esclavagisée. Bon, c'est quelque chose qui m'a marqué terriblement. L'histoire aussi d'une enfant qui avait été violée à 5 ans par son père. Bon, des images atroces. Voilà. Donc, il y a des cas qui vous émeuvent plus que d'autres, et je pense qu'on les gardera à vie. On a quand même des cicatrices, forcément, sur le plan émotionnel qui se forment. C'est tout à fait normal. Je crois que c'est normal. Il ne faut pas non plus chercher à se fermer totalement à ça. Je considère que c'est mon parcours psychologique à accomplir. De toute façon, vous saviez où vous mettiez les pieds en réalité. Tout à fait. Je n'imaginais pas forcément l'ampleur de la violence, l'ampleur des incestes. Parce que ça a augmenté, voilà. c'est pour ça. Voilà. Je pensais que c'était quelque chose de rare, mais en fait, finalement, vous êtes parfois confronté au mal, au mal vraiment sur le plan métaphysique, si vous voulez du terme. Donc, ça vous trouble nécessairement, ça vous pose question. Vous essayez de comprendre l'inexplicable. C'est ça.
ce que vous dites dans votre livre, page 100, j'ai bien aimé. Le juge des libertés de la détention est confronté régulièrement à la banalité du mal tel que défini par Hannah Arendt, c'est-à-dire exercé par individus au profil ordinaire. Mhm. Banalité et opacité du mal. Mhm. Son origine et ses ressorts demeurent une énigme. Ça veut dire qu'en gros, n'importe qui peut commettre le pire des crimes finalement. Si Alors, je ne sais pas n'importe qui. Ce que je vois, c'est qu'il y a deux types d'individus, finalement. Il y a ceux dont vous comprenez à peu près les ressorts. Mhm. Vous lisez, c'est important, les expertises psychiatriques, psychologiques. Vous arrivez à comprendre pourquoi un tel, parce qu'il n'a pas été aimé par sa mère, parce qu'il a été rejeté par son père, parce qu'il a subi un viol, etc. Vous arrivez à comprendre, voilà, parce qu'il a été marginalisé, méprisé, insulté, fini par se venger. Bon, donc là, vous arrivez à comprendre. Donc, c'est intéressant, quelque part, c'est entre guillemets rassurant, parce qu'il y a une rationalité, parce qu'il y a un travail qui pourra s'opérer sur le plan psychologique, psychiatrique ensuite. Parce que derrière la condamnation, après, il y a aussi le suivi. Bien sûr. Mais il existe des hypothèses assez terrifiantes où vous avez un individu totalement inséré, totalement inséré, qui est très froid, et vous ne comprenez pas pourquoi il a commis le mal. Pourquoi il a plaisir à commettre le mal, pourquoi il aime dominer, torturer, exploiter, tuer. Voilà, donc là, forcément, c'est quand même très troublant. Et là, ça demeure opaque. Il y a une banalité et une opacité du mal dans ce cas-là. Est-ce que vous avez pensé en parallèle à faire des études de psychologie, vu que vous êtes vraiment confronté à la psychologie, voire à la psychiatrie Alors, humaine? j'ai fait un parcours de criminologie Mhm. à Panthéon-Sorbonne, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup nourri intellectuellement. Et on abordait la psychologie et la criminologie, la psychiatrie. Donc j'ai aussi une certaine connaissance en Ouais. psychiatrie. Je lis par moi-même, j'ai lu pendant un certain temps des ouvrages de psychologie et de psychiatrie. Ça me paraît essentiel. Ensuite, à l'École nationale de la magistrature, on a aussi une formation dans ces matières. Ah ben, je trouve que c'est essentiel, oui, oui. Parce que là, vous êtes confronté vraiment à la psychologie humaine et des fois même la psychiatrie, comme vous l'avez dit. Donc là, on a parlé de violence avec violence faite aux enfants. Vous avez dit que c'était quelque chose qui n'était pas forcément évoqué. Et effectivement, on en parle, je pense, quand même de plus en plus. On en parle de plus en plus, mais Mais c'est encore à travailler, si je puis dire, à révéler. Hein. moi, c'est ça, c'est ce que vous dites. La parole se libère en matière de violence sexuelle infligée aux enfants, mais le silence continue d'entourer trop souvent les autres formes de violence envers les mineurs, parce que vous parlez de violence physique, etc. Et psychologique aussi. Exactement. Et il y a aussi la thématique, donc on a parlé un peu de tout ce qui était meurtre, etc. Enfin, un tout petit peu. Vous avez dit dans votre livre, une majorité de délinquants, sans être des malades mentaux ou des troubles de la personnalité qui appartiennent au registre clinique défini par la psychopathie. De la psychopathie. C'est une grande énigme, la psychopathie. Parce qu'elle est, comment dirais-je, elle fait l'objet de peu de recherches, hélas, en psychiatrie, en psychologie. Mhm. Pourquoi devient-on psychopathe ? Il faudrait quand même qu'il y ait beaucoup plus de recherches pour résoudre cette énigme. Parce que la psychopathie est à l'origine des meurtres les plus épouvantables. Mhm. Puisque l'individu, le psychopathe, considère l'autre comme un objet. Et non plus comme un sujet, comme une personne avec des sentiments qui peut souffrir. Il est manipulateur, il est intelligent. Voilà, c'est le profil du tueur en série. Voilà, c'est un psychopathe. Donc il y a des pistes explicatives. Pourquoi Vous avez déjà été confronté à un tueur en série ? Alors un tueur en série, violeur en série, oui. Tueur en série, j'ai été confronté à des personnes qui ont tué plusieurs fois, mais qui n'ont D'accord. pas été qualifiées de tueurs Ok, vraiment en ok. série. Vous dites aussi, le contexte des meurtres n'est pas seulement familial, parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre. Vous dites, le cas des meurtres avec préméditation, c'est-à-dire assassinat, qui me sont présentés sont souvent intracommunautaires. Et après, vous dites qu'il y a une expansion au niveau du Val d'Oise
de ces meurtres intracommunautaires. Oui, le communautarisme, bon, a des avantages, mais aussi de lourds inconvénients, hein. L'omerta, quand le crime est commis, des loyautés qui reposent en fait sur des choses très très mauvaises, hein. Mhm. Euh, L'influençabilité de certains individus qui servent d'autres. Voilà. Donc, j'ai vu ça progresser. Oui, en quelque sorte, la délinquance du Val d'Oise est devenue peu à peu celle du 93. Ah bon? Voilà. Et à la limite, celle du 93 est en train de refluer euh, au détriment du 95 ou d'autres départements limitrophes de la région parisienne. D'accord. Ok. Ce qui est difficile à comprendre, notamment chez les mineurs, c'est qu'ils ont un sentiment d'appartenance à une communauté, à un quartier. Ils s'estiment propriétaires, en quelque sorte, d'un territoire. Donc, ce Mhm. sont des luttes de territoire. Alors, je leur dis souvent, mais vous n'êtes pas des animaux. Vous n'avez pas un territoire à défendre. Mhm. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez animal, d'assez clanique, mais au mauvais sens du terme. Voilà, donc ça, c'est un peu compliqué pour un citoyen lambda, pour un adulte, voilà. Nous n'avons pas un sentiment de territoire. Ça ne nous appartient pas, on ne fait pas allégeance à un plus fort. Alors j'explique cela par le fait qu'en fait ce sont des jeunes qui, au niveau familial, ont des carences importantes et se Mhm. réfugient, je pense, dans ces allégeances, C'est ça. ce sentiment d'appartenance factice en réalité à un territoire. C'est ça. Vous le dites très bien. Vous dites, au-delà, page 133, au-delà du phénomène classique des mauvaises fréquentations de quartier, généralement la figure du père Mm. apparaît comme le facteur déterminant de la délinquance de l'adolescent masculin. Père manquant ou père violent, les pères Oui, PAIRS remplacent symboliquement le père. tout à fait. Et après aussi, vous parlez de la maman aussi par rapport à peut-être aussi les carences. Effectivement, vous êtes confronté à des mineurs qui viennent devant vous et que vous devez placer ou pas en détention provisoire. Alors c'est assez délicat pour le juge des libertés de la détention, hein. Le cas des mineurs, parce qu'il y a la scolarité aussi, hein, à prendre en compte, Mhm. la formation, et le fait que c'est un être en construction. C'est-à-dire qu'un mineur, il n'a pas les capacités mentales, son cerveau n'est pas encore totalement terminé, hein. Le cerveau est terminé à peu près à 25 ans. Ah. Donc, avant 25 ans, voilà, c'est un peu laborieux, donc il élabore peu, il est assez inconséquent, très impulsif, influençable, je dirais influençable, impulsif, euh, et avec un sentiment en réalité interne de dévalorisation, parce qu'il, alors je parle du mineur garçon, hein, parce qu'il a été généralement, entre guillemets, abandonné par son père. Donc il s'est senti dévalué en tant qu'homme. Ils vous le disent ça des fois que... Oui, parfois. Alors, parce que je creuse, hein, je lis, j'aime beaucoup lire les expertises. Bon, très fréquemment, je vois ce thème apparaître, hein, de l'absence du père, ou parfois du père violent. Et ça émerge parfois de la discussion, parce que c'est un débat. Enfin, je veux dire, pas un débat avec le terme est inexact, mais c'est un échange que j'ai avec avec le justiciable, avec le mineur qui est devant moi. Et ça émerge, ce sentiment de dévalorisation, oui, existe et est très profond dans la délinquance, hein. Et donc là, la délinquance peut avoir des liens avec la dépression. Exactement, parce que là, si vous voyez, je sais pas si on peut dire une multiplication, il y a beaucoup de rixes où vous parlez justement de cette appartenance-là, le fait d'appartenir à une bande et d'aller affronter notre bande. Et des fois, ça mène à, enfin, des fois, souvent, ça mène à des personnes qui deviennent handicapées ou à Hein, des meurtres, en fait. hein. Et les gens, quand on gratte un petit peu, c'est que, ouais, il y a peut-être des fois des défaillances ou des fois les gens ont besoin de prouver que bah, je fais partie de cette bande-là. Mais il y a un mort d'homme derrière. Tout à fait. Et comme ils ont un sentiment en plus, non seulement d'impulsivité, de complexe d'infériorité, de dévalorisation du fait de l'absence du père, mais ils ont aussi un sentiment de, et j'y insiste, dans mon livre, de ce que j'appelle la déréalité. Mm, mm, mm. C'est-à-dire que ils ne se rendent pas compte vraiment de la gravité, la mort n'existe pas Ouais, totalement c'est pour une eux. banalisation de la mort, ouais. Voilà, ça n'existe pas vraiment, vous savez, c'est comme dans les jeux vidéo, c'est comme dans, voilà, toute cette culture quand même du virtuel. C'est ça.
Les qui séries fait aussi. que les séries très violentes, toute cette culture du virtuel, ce qui fait que bon, est-ce que vraiment il est mort? Mais qu'est-ce que la mort? Mais voilà. Donc c'est pas facile cette société du virtuel. C'est ça. Vous avez été confronté à des jeunes qui participent à des RIX. Ah bah oui, j'en vois très très fréquemment, oui, bien D'accord. sûr. Et Toutes comment ces rixes il vous parfois explique, mortelles, oui. il vous explique comment le fait d'être arrivé, parvenu jusqu'à la mort d'un individu. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Alors, il y a des individus très froids, ça existe, hein. Des individus psychopathes parfois aussi, parce qu'il y a des mineurs psychopathes hein, qui peuvent en torturer d'autres, etc. Bon, Exactement. mais quand on n'est pas dans ce registre de la psychopathie, il y a quand même une élaboration qui se fait. Et puis c'est le travail ensuite hein, des éducateurs et des psychologues et des psychiatres parfois de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes. Donc tout n'est pas perdu, hein. Donc ils finissent par comprendre. Donc certains sont assez démolis, d'autres demeurent très froids. Il y a vraiment tous les profils. Mais ce qui est très dur, c'est souvent la mère qui est là et qui est effondrée. Elle a été dépassée. Euh, voilà, la loi de la cité, la loi de l'Internet, tout ça a été beaucoup plus fort que son éducation. Bien sûr. Voilà. Donc, Là, vous allez parler de psychopathie, de psychiatrie, etc. Dans votre livre, vous parlez de l'hôpital psychiatrique. Vous avez dit tout à l'heure que c'était une mhm. attribution méconnue du juge de liberté de la détention d'envoyer une personne en psychiatrie. Euh, Alors, je n'envoie pas en Enfin, psychiatrie, hein. Je contrôle ah, voilà, c'est très important. En droit français, ce n'est pas le juge, heureusement d'ailleurs, qui envoie en hôpital psychiatrique c'est vrai, c'est directement. vrai, c'est vrai. On n'est pas dans certains états totalitaires. Autant Voilà. pour moi. Mais voilà. Donc, mais je contrôle les hospitalisations psychiatriques dites sous contrainte. Et comment, comment ça se fait que vous, enfin, comment vous contrôlez ça? Alors, régulièrement, donc, je me rends en hôpital psychiatrique, je rencontre les malades, hein. J'ai un dossier psychiatrique aussi, avec les certificats médicaux des psychiatres, avec les pièces administratives aussi. Donc j'ai un double travail. D'abord, je dois examiner la régularité formelle de la procédure qui m'est soumise. Est-ce qu'elle garantit les droits du patient conformément à un code qui est le code de la santé publique? Mhm. Là, c'est pas le code de procédure pénale, hein, voilà, utilisé par le juge des libertés et de la détention, c'est le code de la santé publique, mais je le rappelle aux patients parce que les patients craignent d'être jugés. Donc, voilà, il faut bien expliquer donc, mon rôle aux patients Mhm. que j'entends. Ça, c'est mon premier rôle, la régularité formelle, voilà, par rapport au code de la santé publique. Mais mon deuxième rôle est plus délicat, c'est d'évaluer. Alors, même si je ne suis pas médecin, c'est tout le paradoxe, l'ambivalence, je dois quand même essayer de savoir si l'hospitalisation sous contrainte n'est pas abusive, si elle est justifiée. Voilà, donc c'est assez délicat, sachant qu'on est face à des situations très douloureuses en psychiatrie. J'imagine. De toute façon, vous avez dit que la psychiatrie, c'est le parent pauvre. Oui, c'est le parent pauvre, effectivement, de la médecine. C'est ça. Vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit. Et donc, pour faire un parallèle, bon, plus ou moins un proverbe avec un des chapitres que vous avez consacré dans votre livre, c'est les maisons d'arrêt. Parce que vous envoyez des fois les gens détention Oui, bien provisoire, sûr. donc en maison d'arrêt. Vous en parlez. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Des fois, vous vous rendez en maison d'arrêt justement pour contrôler aussi? Oui, tous les ans, je dois me rendre en maison d'arrêt, en établissement pénitentiaire. Alors, en principe, j'envoie entre guillemets les personnes à l'établissement, à la maison d'arrêt la plus proche, hein, de Pontoise en Val d'Oise, donc qui est la maison d'arrêt d'Auny. Mhm. Mais je peux aussi répartir les personnes sur d'autres établissements de la région parisienne et même au-delà. Donc, je choisis mon lieu de détention. D'accord. Ok. Voilà. Même si de préférence, c'est bien sûr le plus proche. Quand vous dites, vous attribuez justement les lieux de détention des gens, c'est plus proche par rapport à son domicile ou plus proche par rapport au tribunal? Alors, en général, dans une même affaire, s'il y a plusieurs détenus, Mhm. il faut éviter qu'ils soient au même endroit. Donc, je suis à ce moment-là quasi contrainte, pas toujours, mais enfin quasi contrainte de dispatcher en plusieurs établissements.
Alors je tiens compte du profil de la personne, de son casier judiciaire, sachant qu'il y a des établissements pénitentiaires plus ou moins durs. Je tiens compte de ses liens familiaux, Mhm. savoir où est sa famille, heu, de sa situation éventuellement médicale, voilà. Donc il y a une série de paramètres, mais c'est effectivement du pouvoir du juge des libertés et de D'accord. la détention. Ok. Ok. Donc vous vous rendez en maison d'arrêt pour contrôler un peu comment se passe la détention Oui, ou... c'est voilà, pour connaître, même si je n'ignore pas, hein, les problèmes, hein. Bien sûr. Bon, bien sûr, de la maison d'arrêt, notamment celle du Val d'Oise. Voilà, c'est important quand même de garder le contact avec la réalité concrète, hein, de la détention. Même si dans mes études, déjà, j'étais rentrée plusieurs fois en détention, et puis je connais bien la détention aussi parce que j'ai été donc pendant de nombreuses années juge de l'application des peines. Bien sûr, bien Donc sûr. c'est un monde qui ne m'est pas du tout inconnu. Voilà. Et dernière thématique, c'est l'épreuve et les cold cases. Je vais revenir là-dessus parce que je sais pas si, bon, je pense que vous le remarquez quand même, il y a beaucoup ce mot cold case qui revient en ce moment avec l'ouverture justement, je crois que c'est à Nanterre, du Des pôle pôles cold case, spécialisés, c'est oui. ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vous-même été confronté à des cold cases? Dites-nous tout. Alors, assez rarement, D'accord. parce que maintenant c'est centralisé à Nanterre, Mhm. mais il y a quelques années, le parquet de Pontoise, donc le procureur de Pontoise, avait décidé de réouvrir de vieux dossiers, bien sûr très graves, hein, euh, et qu'on appelle cold case. Et ça a été fait. Et je donne un exemple qui me paraît assez symptomatique, assez illustratif d'un cold case donc résolu. Et c'est l'ADN, hein, en réalité, qui permet la résolution de la plupart des cas des cold cases, avec des techniques meilleures pour faire parler l'ADN. Voilà, donc, alors, ces cas, donc j'en ai eu peu, mais ce sont des cas frappants, pénibles, parce que vous avez à la fois la souffrance, évidemment, sur la durée des victimes, enfin de la famille des victimes, et par ailleurs, vous vous trouvez souvent avec un individu qui s'est inséré, qui a mené normalement sa vie. Voilà, donc, mais je pense que la justice se doit, c'est un devoir, se doit d'opérer ce travail, de ne jamais lâcher certaines affaires. Donc, concrètement, les moteurs de recherche tournent pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, pour que finalement l'ADN parle. C'est ça, c'est important. Dans votre, je crois, dernier chapitre, là, vous parlez de la justice pauvre, justice humaine. Avec, bah, on va dire que là, vous parlez vraiment vous prenez de la hauteur, et là, vous dites qu'en gros, il y a une pénurie d'effectifs, que pas vous personnellement, mais vous en souffrez en général au niveau de la justice. Mm. Est-ce que, on peut revenir un peu là-dessus, Oui. s'il vous plaît? Alors, la pénurie, elle engendre la souffrance, Mhm. hein, des professionnels. C'est un système de pénurie à tout niveau. Pénurie des greffiers, pénurie des magistrats, pénurie des éducateurs, pénurie des psychiatres. Voilà. Donc, c'est un système de pénurie, donc un corps en souffrance, hein, celui des magistrats. Un énorme travail, dont on en a déjà parlé, avec des rythmes très, très durs. Si on se compare avec les pays étrangers, avec l'Allemagne par exemple, on a 2 fois moins de magistrats qu'en Allemagne, proportionnellement à la population. Le budget de la justice français, il faut le savoir, est inférieur à la moyenne des pays européens. Ok. Donc, il y a eu un effort significatif, très significatif, opéré en 2023, mais malgré tout, on est toujours en pénurie chronique de magistrats. Ce qui crée des tensions, de la fatigue, C'est ça. voire donc, j'en ai déjà parlé, des burn-out, des C'est ça. suicides. Moi, j'ai par exemple une de mes collègues qui est morte d'épuisement. Elle a fait un AVC à l'audience. Il y a des C'était à magistrats, Nanterre, non? oui, c'est ça. Il y a des magistrats, et ce n'est pas la seule, qui meurt d'AVC à l'audience. Vous êtes prémuni, vous, par rapport à Vous avez jamais senti, vous êtes jamais senti en surmenage? Je fais attention.
Oui, parfois, je me dis: «Attention, là, tu as très mal à la tête, Hum, 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 hum. bon, prends une aspirine, essaie de réduire le lendemain un petit peu, tu vas essayer d'arriver un petit peu plus tard au tribunal le lendemain». Vous voyez, il y a une forme quand même de contrôle, de soi, de sa fatigue, de son corps, C'est ça. parce que c'est le corps finalement qui trinque, hein. La justice, c'est aussi une affaire de chair, de corps et pas C'est simplement de chiffres, c'est de ça. statistiques, de productivité, et on a tendance à réifier la décision de justice et à faire du juge une sorte d'ouvrier à la chaîne qui doit produire un maximum de décisions. Parce que vous dites, page 173, en tant que juge des libertés de la détention en Pontoise, il arrive que je ne puisse pas disposer des 11 heures de repos légalement prévues entre 2 journées de travail. Donc ça veut dire que vous dormez peu. Oui, pas toujours bien, Ou pas effectivement, parce assez. qu'on peut aussi être traumatisé un petit peu, entre guillemets, par certaines C'est affaires, ça. hein. Donc il y a le quantitatif et le qualitatif, entre guillemets, qui peut être plus ou moins éprouvant. Oui, C'est non, ça. c'est un problème majeur. Je pense que si on était comme en Allemagne avec 2 fois plus de magistrats, on travaillerait mieux Mhm, aussi. Il y aurait mhm. peut-être moins d'erreurs. On serait plus rapide. La justice française serait beaucoup plus rapide parce qu'on se plaint de ses lenteurs, hein. Donc effectivement, ça changerait beaucoup de choses. Exactement. Notre rapport au travail, à notre carrière, à notre corps aussi, finalement, à notre vie personnelle, parce qu'il faut aussi essayer de maintenir une vie personnelle. Oui, oui, Ce qui n'est oui. pas toujours facile, hein. Il y a des répercussions. Il y a beaucoup de divorces chez les magistrats, comme il y en a beaucoup d'ailleurs chez les policiers. Mhm. Donc il y a toute une série d'implications, quand même, qui peuvent être dramatiques, hein. C'est ça. C'est ça. Parce que vous dites aussi, les juges exposés à des situations parfois atroces ne bénéficient pas, jusqu'à présent, d'un suivi par un psychologue, sans parler de l'aspect matériel. Pas de salle de repos, pas de douche. Alors, Vous... oui. Allez-y, allez-y. Non, non, il y a un petit effort qui a été fait, Ok. là, depuis justement la rédaction de mon livre. Donc, ça, vous voyez, date. Il y a maintenant un psychologue qu'on peut appeler. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne. Et puis là, vous voyez, par exemple, au tribunal de Pontoise, on a obtenu, parce qu'il y a une réflexion qui s'est opérée après tous ces suicides, ces burn-out. Il y a quand même une réflexion, une volonté de progresser, voilà, pour améliorer les conditions de travail des personnels. Et vous voyez, par exemple, là, on s'est vu proposer des séances de massage. Ah! Voilà, pour essayer de détendre le magistrat, Vous avez voilà. participé à une au moins? Je n'ai pas non, non, je me suis dit que je préférais moi faire mes séances de massage à l'extérieur, mais enfin bon, c'est un choix. Mais voilà, il y a quand même une petite amélioration, mais bon, tout ça c'est pas suffisant, Bien hein, sûr, c'est pas bien sûr. suffisant, hein. Non, il faudrait doubler encore une fois le nombre de magistrats, voilà, C'est ça. Vous dites aussi que vous avez une angoisse pour l'avenir, c'est que vous estimez que la justice se déshumanise, le juge passe de plus en plus de temps devant l'écran devant son Mmh. ordinateur, les procédures se dématérialisant et de moins en moins de temps délibéré avec ses collègues parce que les fonctions de juge des fonctions à juge unique se sont multipliées pour économiser des postes de magistrats. Oui. Donc en fait, on fait des économies et en fait, on n'est plus sur l'humain. On n'est C'est la plus sur le. compression des effectifs, on est plus sur l'humain, effectivement, il faut se robotiser pour aller plus vite. Il y a certains magistrats qui se sont suicidés parce que en fait, on leur a reproché de ne pas aller assez vite, Hum, 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 hum. de creuser trop, vous voyez, les décisions, d'être trop perfectionniste. Donc il faut plus être perfectionniste dans notre société, hein, surtout pas, c'est une anti-valeur maintenant. Bon, alors, si on est synthétique, ça va, mais si on a tendance à être un peu trop analytique, ça va plus. À ce moment-là, vraiment, vous pouvez être sanctionné. Et puis, comme je l'ai dit, le juge il est de plus en plus seul. Effectivement, c'est plus rentable pour l'État, un juge unique qu'un juge à trois, enfin qu'une juridiction à 3 juges. Donc, il est de plus en plus seul, de plus en plus face à son ordinateur. Donc une numérisation des procédures. Alors il y a du pour, mais il y a du contre aussi, parce qu'il y a une déperdition, on le sait, cognitive, hein, si on ne lit un dossier que sur ordinateur. Je ne sais pas comment on va faire face à des dossiers longs, compliqués. Je crois qu'hélas, on va devoir imprimer soi-même certaines pièces de procédure. Parce que, je l'explique aussi dans mon livre, ça peut se jouer parfois à un détail, un dossier, Bien à sûr, un bien mot, sûr, à un bien témoignage. sûr. Voilà, donc, bon, alors on va vers le tout numérique, bon, on pense que c'est la panacée. Donc un juge de plus en plus seul, pressuré par les statistiques, et puis aussi menacé par l'intelligence artificielle, j'en parle un peu. Voilà, donc... Bah oui.
Ça Là aussi, arrive. c'est la menace de la déshumanisation, elle est là aussi. Ça arrive, ça arrive. Et donc, vous dites que quand vous partirez dans quelques années, la magistrature qui a été ma vocation, lorsque mes fonctions de juge ont repris fin, je sais que j'emporterai avec moi le souvenir indélébile de plusieurs victimes, ce dont on a parlé tout Oui. à l'heure. Euh, Vous l'avez dit, oui, effectivement, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir oublier parce que ça vous a marqué au fer rouge, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, forcément, oui, c'est des souvenirs de carrière. Mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à votre santé mentale, vous êtes là, vous êtes tourné vers les arts, pardon, et notamment à la photographie. Je sais que vous êtes artiste photo. Mm. C'est une de vos autres casquettes. Peut-on en parler un petit peu? Volontiers, avec plaisir. Donc c'est une façon de contrebalancer, saisir la beauté, ou tenter de la saisir. C'est une façon de contrebalancer, évidemment, les choses épouvantables que je peux voir. C'est donc une forme d'équilibre, de recherche d'équilibre, d'hygiène Très mentale. important. Bon, très important. La beauté, c'est extrêmement important pour moi, dans ma vie. J'ai réfléchi sur le fait qu'en fait, c'est un travail sur la lumière, la photographie, c'est peindre finalement avec la lumière. Alors que les affaires que j'ai, en tant que juge des libertés d'attention, c'est un travail sur l'ombre, sur l'obscur, sur la noirceur même. Voilà, donc je pense que ça s'équilibre Exactement. de cette façon entre l'ombre et la lumière. J'essaie de maintenir mon équilibre. Et dans quel... donc, je rappelle que voilà, le livre est là. Une justice à visage humain, disponible partout. Je le mettrai en lien sous la vidéo. Dans quelle optique, en fait, vous avez écrit ce livre-là? Parce que moi, bon, en tant que... Moi, j'ai un background de juriste, donc j'ai compris. Mais vous avez voulu... Enfin, dans quelle optique vous l'avez écrit? Alors, j'ai voulu faire un témoignage au plus près de la vérité. L'exigence de sincérité, elle était vraiment forte. La vérité dans ce qu'elle a à la fois de complexe, de nuancé, mais aussi de choquant, de cru. Ça, c'était le fil conducteur, c'était la recherche de la vérité, de la sincérité. Ensuite, il y avait le caractère accessible du livre. Je voulais pas d'un livre technique, juste réduire la justice à une question de chiffres, de dossiers, de normes, d'articles de droit, ou alors de scandales. Non, pas du tout. Donc c'est le côté humain que j'ai voulu donc valoriser, le côté même affectif ou sensitif, émotionnel. Puisqu'on est la délinquance, on est vraiment là à la jonction de l'intime et du social, du plus intime et du plus social. D'accord. L'autre aspect, c'était de faire connaître une fonction qui était méconnue. Donc là, plus spécifiquement, donc, le juge des libertés et de la détention. On en parlait peu. C'était à croire que les gens continuaient à penser que c'était le juge d'instruction qui plaçait en détention. Alors c'était quand même faux depuis donc, l'année 2000. C'est ça. Pour ne pas vous couper, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Parce que vous dites, justement, ce qui est bien, c'est que vous dites les gens ne savent pas qu'est-ce que fait le juge, qui est le juge de la liberté de la détention. C'est ce qui est dit dans la préface, écrite par Elisabeth Guigou, qui a créé, on va dire, cette profession. Elle dit, qui connaît le juge des libertés de la détention, à part les spécialistes de notre système judiciaire et les personnes mises en cause par la justice, pas grand monde. Ce qui est vrai. Et oui, c'est paradoxal, parce qu'on a un rôle essentiel, et ça fait 25 ans qu'on existe. C'est ça. Donc, il a fallu l'affaire Pierre Palmade pour qu'on en parle vraiment dans le grand public. Donc, c'est assez étonnant, c'était méconnu. Donc, j'ai voulu, tout simplement, informer le citoyen sur un rouage essentiel de notre droit, qu'est le juge des libertés et de la détention. Donc ça, c'est l'aspect pédagogique. Moi, je trouve que c'est très bien. En tout cas, c'est une mission réussie. En tout cas, moi, je vous le dis, je l'ai lu, j'ai apprécié votre livre. Et est-ce que c'est vous qui avez sollicité l'éditeur ou c'est l'éditeur qui vous a sollicité justement vous pour écrire ce livre-là? Alors, c'était l'éditeur qui m'a sollicité. Moi, je pensais éventuellement faire un livre à la retraite.
D'accord. Euh, bon, et puis il m'a sollicité suite à un article sur mon travail Mhm. qui est paru dans le Nouvel Observateur. D'accord. Et il a été assez, je ne dirais pas impressionné, ça serait prétentieux, mais assez saisi, enfin fortement intéressé par cet article, enfin frappé, disons, par cet article. Et donc par LinkedIn, il m'a sollicité, il m'a dit, mais ça pourrait faire l'objet, je sens que ça pourrait faire l'objet d'un livre. Et au début, j'étais assez réticente. euh, Par pudeur, parce que d'abord, je ne pensais pas forcément avoir le temps. Ah oui. Voilà, d'écrire le livre. Et puis, je lui ai dit que j'étais soumise au secret professionnel, Mhm. que ça m'était difficile de parler des affaires. J'avais aussi des contraintes par rapport comment dirais-je, au ministère de la Justice. En tant que serviteur de l'État, voilà, j'ai des règles, j'ai une déontologie à respecter. Donc, c'est pas facile pour moi de parler de mon métier, des affaires que j'ai en cours. J'ai fini par le rencontrer, on s'est vu, j'ai trouvé son approche tout à fait intéressante et bienveillante aussi, parce qu'on attaque souvent la justice beaucoup. Donc, bon. Euh, finalement, je lui ai dit, bah, écoutez, je vais écrire quelques pages. Je lui ai dit, je vais écrire une quarantaine de pages Et finalement, au fil du temps, me dégageant comme ça, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et il m'a dit, oui, très bien, on va faire comme ça, on va voir. Et puis après, ben voilà, j'ai été lancée. bah, Et 40 pages, voilà, c'est et voilà, devenu c'est devenu... 180 pages, voilà, hein. voilà, Ou plus même. voilà. Donc j'ai commencé assez modestement, avec le doute, vous Ouais. voyez, encore une fois, avec le doute. Mais il a su me convaincre. Et puis je me suis dit, mais c'est un exercice intéressant et qui n'avait jamais été fait, parce qu'il y a peu de magistrats, finalement, qui parlent de leur métier. C'est vrai. Très peu. Et encore moins donc le juge des libertés et de la détention. C'était un sujet qui n'avait jamais été abordé dans un livre ouvert au grand public. Donc voilà, donc c'était un travail original. Ouais, Voilà. il y a beaucoup de juges, en tout cas, c'est juges d'instruction qui écrivent. Des fois, procureur aussi, oui, procureur. En Juge tout des cas, enfants parfois aussi. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais juge de la liberté et de la détention, effectivement, je pense que c'est une première. Et quels ont été les retours par rapport à ce livre-là? Quels ont... Alors les retours ont été positifs. Les étudiants ont été fortement intéressés. Des collègues, la presse, la télévision, les journalistes dans leur ensemble ont été vraiment ouverts et je trouve m'ont soutenu. Et puis il y a eu quelques courriers, par exemple de mères de détenus. Ce sont des courriers touchants. Là, on voit l'impact d'un livre. On ne le mesure pas forcément, vous voyez, quand on écrit. Bien sûr. Bon, on se dit que ça sera un livre de plus, et puis voilà, qui sera oublié assez vite. Mais je vois qu'il a un écho, comment dirais-je, sur plusieurs années. J'ai l'impression que c'est Ouais, ça vous a un sillage ça vous a dépassé assez un long, peu. assez long. Oui, oui, oui. Et ça vous a fait du bien de l'écrire? Alors, oui, ça m'a intéressé intellectuellement. Finalement, bon, je m'y suis mise peu à peu parce que j'avais peur, encore une fois, de ne pas avoir assez de temps. Donc, ça a été une discipline. Donc, c'était intéressant intellectuellement. Ça a été quand même un effort. La médiatisation, c'est pas toujours évident, Bien surtout sûr, l'exposition. voilà, l'exposition médiatique, surtout quand c'est en direct. Et moi, je me sens pas du tout à l'aise en direct. Donc, j'ai dû dépasser un peu mes peurs. Ça m'a quand même appris aussi cette médiatisation. Voilà, donc ça m'a donné envie aussi d'écrire d'autres livres sur d'autres sujets, pour tout vous dire. Ça viendra sur d'autres sujets, voilà, Ouais, très différents. Voilà, donc je me dis, voilà, ça m'a donné quand même le goût de l'écriture. Ah bah c'est très très bien. Justement, parlons de livres. Ici, Béatrice, on a une rubrique lecture. Est-ce que vous pouvez nous recommander 3 livres à lire, s'il vous plaît? Oh là. Mais qui ne sont pas des livres juridiques. Ah non, Non, peu parce importe, que là, peu importe, allez-y. voilà, moi j'ai donc mon C'est livre. carte blanche. Voilà. Mon livre de chevet, moi, c'est l'anthologie de la poésie française, Mhm. de Georges Pompidou. Je considère que vraiment
la poésie n'a pas une place suffisante, hein. Elle n'est pas réservée à une élite, hein. Voilà, pour moi c'est fondamental et c'est un livre voilà, que je recommande absolument à tout le monde. On peut le feuilleter, ouvrir à une page. L'avantage de la poésie, c'est que ça dure 2 minutes et puis on peut refermer et puis faire autre chose. Ça Donc peut durer 2 minutes, mais on peut cogiter pendant un jour et dessus. voilà, Hein. tout à fait. Et puis ça peut rester dans la tête et ça Exactement. apporte de la beauté aussi dans sa tête parce qu'on se souvient de tel ou tel vers. C'est ça. Voilà, donc là je suis en train de lire un livre qui est très intéressant de spiritualité, qui est donc Vivre avec nos morts de Delphine Horviller. Je pense que je suis à un âge, à un moment où les livres de spiritualité, je suis plus attirée par eux qu'avant. Quand on est jeune, on lit beaucoup de romans. Puis après, je suis passée aux essais, à la psychologie, à la sociologie. Et maintenant, je m'oriente davantage vers des livres de spiritualité. Après, c'est très difficile. Il y a des tas de livres que j'aime, des romans que j'ai appréciés, les grands classiques. Hein, c'est difficile, j'avoue. Non, mais si vous en avez que 2, c'est bon. Non, hein, mais non. Un troisième qui vous vient à l'esprit. Non, ce que je recommande aussi, c'est d'aller dans une bibliothèque, tout simplement, et puis de se laisser guider. C'est une promenade, aller à un rayon, à un autre. Moi, j'aime beaucoup aussi les ouvrages de peinture. Ah oui. Alors là, vous voyez, c'est pas les mots, c'est les images, les peintures. Les images sont des mots, hein. Tout à fait. Donc c'est très agréable. Je recommande de faire ça. Il m'arrive de lire aussi des ouvrages scientifiques, Bien sûr. notamment tout ce qui est relatif au cosmos, m'intéresse beaucoup. Vous voyez, je suis assez éclectique. C'est très très bien. Voilà. Et je recommande vraiment la promenade dans les bibliothèques. C'est quelque chose que je connaissais pas jeune et finalement c'est très très plaisant et il y a des domaines qui au départ ne vous parlent pas et finalement vous les découvrez. C'est ça, c'est bien. Moi je trouve que votre éclectisme est bon. Sachez qu'ici l'hôte repart toujours avec un livre. Ah. Donc j'ai un livre pour vous. Ah merci. En espérant que vous ne l'avez pas déjà. Ah. Tenez, Merci, est-ce que vous pouvez touchée. l'ouvrir devant la caméra, s'il vous plaît? On va ouvrir ça. Écoutez, là, c'est très aimable à vous. En prix, c'est la tradition. Alors, j'aime beaucoup Tagore. Ah. Voyez, et j'ai lu quelques poèmes, mais je n'ai pas d'ouvrage, ça me fait grand plaisir. Ah bah, et écoutez, je n'ai pas d'ouvrage, comment dirais-je, de Tagore lui-même. D'accord. Voilà, j'ai lu quelques poèmes, notamment des poèmes d'amour qui sont très beaux. Est-ce que vous pouvez montrer à la caméra et lire le titre, s'il vous plaît? Alors, là, voilà, je sais pas si parfait. je suis la bonne auteur. Non, c'est bon. C'est bon. Et le titre? Alors, le titre, De l'aube au crépuscule. Et donc, l'auteur, alors, Tagore, ça va. Voilà, Tagore, je crois qu'on va... qui est très célèbre, hein, qui a un style, je trouve, très, très épuré, très doux. Il y a beaucoup de douceur, il y a un poème de juste à la tendresse. 4e de couverture. Vous pouvez juste lire le poème, s'il vous plaît, juste le poème. Alors, je vais enlever là les... Alors, oula. Je suis parvenu aux confins de l'éternité, où rien ne peut se dissiper, ni l'espoir, ni l'extase, ni la vision d'un visage entrevu derrière les larmes. C'est magnifique. C'est très beau, c'est très fluide, c'est toujours très doux chez Tagore, et épuré. Voilà, j'aime beaucoup sa vision. Écoutez, juste. Vous avez visé juste. Je sais pas, vous avez des talents médiumniques. Non, ça me touche beaucoup et j'aime la poésie, je vous l'ai dit. Mais là, ça mêle les deux en plus, poésie et spiritualité. Et spiritualité, voilà, il est prix Nobel de littérature, hein, effectivement, hein, en 1913, ça j'ignorais. Et puis c'est pas français, c'est bien aussi, une autre culture. Voilà. C'est très très bien, merci infiniment. Je vous en prie. J'ai 2 dernières questions. Quel héritage vous voudriez laisser derrière vous aux autres? Ouf.
Alors là, vous me projetez dans la mort. Je pense pas y avoir tout à fait encore Non, l'âge, mais c'est enfin de- bon, touchons du bois. Non, mais même derrière l'héritage, ça peut être un héritage professionnel, ça peut être... Ben, j'espère avoir quand même convaincu certains étudiants peut-être de faire la magistrature, hein. Bon, là, on a une vision assez sombre du métier, mais enfin, c'est un métier aussi passionnant, hein. J'ai beaucoup appris Vous intervenez de ce beaucoup dans métier. des Alors, séminaires. je suis intervenue plus jeune, mais Mhm. maintenant, mon métier est tellement prenant là T'as pas le temps, que je n'ai pas le temps. bien sûr. Mais j'ai participé à des conférences, à des séminaires, voilà. Et puis comme je suis aussi, je fais partie d'un syndicat aussi de magistrats, il m'est arrivé d'aller rencontrer des politiques, Sénat, Assemblée nationale, au ministère de la Justice. Voilà, donc je crois que c'est par rapport aux jeunes, aux étudiants. Effectivement, que je peux peut-être laisser une petite trace. Mhm. Et puis, je vous dis, il y a les autres livres que j'écrirai dans d'autres domaines. Vous reviendrez ici? Je vais avec plaisir. Si vous estimez que le Oui. livre le mérite, hein. Voilà, donc l'héritage, voilà, puis l'héritage, il est d'abord familial, au sens affectif, au sens des liens qu'on a créés. Aussi, hein, voilà, donc l'héritage, il est aussi photographique. S'il y a quelques photos qui inspirent, qui font du bien, des personnes qui les contemplent, eh ben, vraiment, j'en serais ravie. Et Béatrice, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous avez bien des... Vous voulez qu'on vous souhaite quelque chose? Peut-être la Euh, santé, peut-être... Oh là là, mon Dieu, je crois que c'est trop personnel. D'accord. Je pourrais pas répondre. Je suis secrète aussi, vous voyez. Non, c'est trop secret. D'accord, pas de problème. En tout cas, sachez que j'ai été ravi de causer avec vous. Je trouvais ça très intéressant d'expliquer votre métier, à quoi vous êtes confronté. Merci. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Encore une fois, ça a été très, très agréable. Merci. Et puis, bonne lecture à vous. Hein, Et pour, merci encore, et ça me touche beaucoup, et je vais le lire, je pense, dès ce soir. Je rappelle, voici le livre Une justice à visage humain, disponible partout. Je le mettrai en lien en bio. Voilà, Merci. c'est normal. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.